pour cette présentation. Ça fait 24 ans maintenant que je suis prof à l'Université de Montréal, puis j'ai toujours l'impression que je suis un petit cul qui a été engagé la semaine dernière. Mais c'est vrai, j'en ai fait des trucs, mais donc c'est long, ça prend du temps, mais ça finit par arriver. Courage, les étudiants. Je pense que j'ai déjà vendu le punch de ma première diapo avec mon t-shirt. Donc, ceux qui n'ont peut-être jamais vu mes présentations, qui ne me connaissent pas, je commence toujours par une petite introduction philosophique sur qui suis-je. Normalement, ça aurait dû être écrit qui suis-je ici, mais je vous dis qui suis-je. Donc, faites la part des choses. 90% des cellules de mon corps ne sont pas des cellules humaines. 99% des gènes de mon corps ne sont pas des gènes humains. Je ne suis pas qui vous croyez. Je respire, donc je suis. Je mange, donc je suis. J'avale, donc je suis. Je digère, donc je suis. Je défèque, donc je suis. Je touche, donc je suis. Je baise, donc je suis. Toutes mes actions, et les vôtres, changent qui je suis. Toutes mes rencontres, donc aujourd'hui, changent qui je suis. Je ne suis plus vraiment humain. Je suis un super organisme. Je suis la somme de mon génome et du génome de toutes les bactéries qui vivent sur moi, autour de moi et à l'intérieur de moi. Je suis un paquet de microbes sur deux pattes. Je suis mon microbiome. Et tout ce que je viens d'affirmer, vous pourriez l'affirmer aussi. Donc, j'ai proposé comme titre Homo sapiens, cet écosystème menacé, pour réduire en fait la planète, qui est la thématique de votre institut, à la planète que nous sommes, peuplée par bien d'autres choses que nos propres cellules. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est essayer de dresser un panorama général des recherches sur cet homme, Homo sapiens, et femme, qui est en train de se transformer graduellement en quelque chose d'autre. Donc, pour commencer, vous n'êtes pas biologiste. Il n'y a pas de biologiste dans la salle, donc peut-être vous donner un petit cours de métagénomique. J'écoutais ma biographie quand on parle de ce que je fais en sciences. Je me dis, mais personne ne peut comprendre c'est quoi la métagénomique, la phylogénomique, la génétique des populations et la systématique moléculaire. C'est inutile. C'est du jargon. Je vais complètement changer ma biographie parce que c'est inutile. Mais la métagénomique fait référence à la diversité de la vie, donc bien sûr la biodiversité. Jusqu'à date, sur Terre, on a défini aujourd'hui environ 1,5 million d'espèces vivantes. Or, il est estimé qu'il y aurait plus de 30 millions d'espèces vivantes sur notre planète. La très grande majorité étant des formes de vie invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire des formes microscopiques, des microbes. Les microbiologistes savent depuis des années que la façon dont on étudie les microbes, c'est qu'on va les isoler sur une boîte de pétri ou dans un bouillon de culture, et ensuite on va les faire croître et trouver un vaccin ou peu importe contre ces microbes-là. Or, des quelques 1,5 million d'espèces décrites et des 30 millions de microbes, on peut uniquement en cultiver environ 1000 à 2000 en laboratoire. Et la question qui s'impose à nous comme biologistes, à moi du moins, comment connaître les espèces qu'on ne peut pas cultiver en laboratoire? Comment accéder à cette biodiversité inconnue si les techniques standards de microbiologie ne fonctionnent pas? C'est là que la métagénomique entre en scène. Donc la génomique microbienne traditionnelle avait pour but comme je vous l'ai dit, d'isoler une bactérie, un microbe, le faire pousser sur la base de pétri et de séquencer le génome de cet organisme-là. Le bacille de Koch, Saccharomyces cerevisiae pour faire de la bière, etc. Donc on séquence un génome à la fois, et pour ça, bien sûr, les microbes doivent être cultivés au laboratoire. La métagénomique fait appel à des techniques de séquençage haut débit qui sont apparues suite au séquençage du génome humain, et se base sur le fait qu'on peut séquencer directement les échantillons de communautés microbiennes telles qu'elles sont retrouvées en milieu naturel. Par exemple, je pourrais prendre une bouteille d'eau, aller dans un étang, récolter cette bouteille d'eau-là, et directement séquencer toute la diversité bactérienne qu'on a dans cette bouteille d'eau-là, sans passer par cultiver, par une étape qui demande de cultiver les microbes en laboratoire. Donc, voyez d'ailleurs le problème de la métagénomique versus la microbiologie traditionnelle, c'est que si je fais le geste que je viens de vous mimer en allant récolter un échantillon
d'eau sur le bord de l'océan et je regarde sous le microscope, je vais avoir une diversité microbienne formidable et merveilleuse. Si je prends une de ces souches bactériennes-là, je la mets sur une boîte de pétri et j'essaie de la faire croître en la cultivant en laboratoire, ben je vais me retrouver avec ça. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse anomalie microscopique. 99% des bactéries de l'environnement ne sont pas cultivables en laboratoire. D'où l'importance de la métagénomique. On court-circuite complètement cette étape-là. On n'a plus besoin de passer par le laboratoire. On prend notre bouteille d'eau, on met ça directement dans une machine qui va séquencer directement la diversité microbienne. Donc, si ça fonctionne pour ce qu'on trouve dans une bouteille d'eau, eh bien, ça fonctionne aussi sur ce qu'on trouve sur notre corps. Et la métagénomique humaine a pour but de caractériser, identifier la diversité bactérienne qu'on retrouve sur notre corps, en comparant avec des génomes de référence qui peuvent être associés le plus souvent qu'autrement à des maladies, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, et ou en comparant ces espèces de réseaux de gènes, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est ce genre de représentation, vous allez voir, qui va m'intéresser dans les représentations et visualisations artistiques du métagénome humain. C'est-à-dire, ce que vous avez ici ressemble en fait à un réseau Facebook. Donc, si vous êtes abonné à n'importe quel réseau social, vous savez que deux personnes qui ont des amis vont être connectées donc, par un lien. Mais ici, au lieu d'avoir des individus qui sont connectés ensemble par des liens d'amitié, ça va être des génomes de bactéries qui vont être connectés ensemble si elles partagent une parenté génétique commune. Donc, vous voyez ici, il y a comme deux familles de bactéries, ou deux groupes de bactéries différents qu'on trouverait dans un échantillon de génome humain. Donc, je vais revenir à ces réseaux de gènes-là un peu plus tard. Donc, j'ai divisé ma présentation en 3 ou 4 chapitres, je ne me rappelle plus. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez m'interrompre, me poser des questions quand vous voulez aussi. Donc, qu'est-ce que le microbiome humain? Ou encore, comment on applique la métagénomique aux différents sites du corps humain? Donc, suite au projet du génome humain, comme je vous l'ai dit, la chose la plus ambitieuse et stimulante pour tous les biologistes aujourd'hui, c'est le projet du microbiome humain, qui a pour but non pas de caractériser les gènes de notre corps, mais les gènes de toutes les bactéries qui vivent dans notre corps. Donc, au niveau de la bouche, des voies respiratoires, des intestins, de la peau, au niveau vaginal, etc., etc. Et ce projet du microbiome humain-là a caractérisé des milliers d'espèces bactériennes qui peuplent notre corps, d'où mon fameux T-shirt, 90% des cellules de mon corps ne sont pas des cellules humaines. Si on devait peser uniquement les cellules bactériennes qu'il y a au niveau intestinal, ma fameuse flore bactérienne intestinale, le poids de ces bactéries-là est l'équivalent de mon cerveau. Donc l'appellation le deuxième cerveau n'est peut-être pas totalement fausse. Donc suite à la publication des projets du microbiome humain il y a quelques années, on trouve maintenant littéralement une explosion de recherches menées sur le microbiome, partout sur Terre, sur différentes problématiques. Et j'ai regardé pas plus tard que la semaine dernière, il y a 23 000 articles publiés dans les 5 dernières années avec simplement les mots-clés microbiome et bactéries. Et depuis le début de l'année courante, il y a plus que 2 articles scientifiques publiés par jour sur le sujet. Et ça continue à croître. Bon, éventuellement, on va atteindre un plateau, il va y avoir un crash. C'est la mode en ce moment, tout le monde fait ça. Mais c'est fantastique, la diversité des projets que l'on voit. Et je vais vous en présenter quelques-uns ici assez rapidement. Je vous fais une espèce de panorama général. Une fois qu'on s'intéresse au microbiome humain, on peut s'intéresser plus spécifiquement à certains sites du corps humain, tels que le fameux American Gut Project. Maintenant, il y a le British Gut Project. Il pourrait avoir le Inuit Gut Project. Il pourrait avoir le... peu importe. Ça peut exister n'importe où dans le monde. On s'intéresse à comparer ce qui se passe au niveau intestinal chez certains nombres d'individus pour essayer d'identifier éventuellement des maladies, des comportements, des conditions. On peut faire la même chose au niveau cutané, en particulier en regardant l'influence de certains produits qu'on met sur nos mains, hein, le fameux savon antibactérien, le Purell, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est très mauvais pour vous, mesdames et messieurs. Ça tue les bonnes bactéries, et donc les bactéries pathogènes vont avoir une porte toute grande ouverte pour venir vous infecter.
Donc, vous voyez, en fonction du nombre de semaines, on a différents sujets ici que j'ai pris comme hasard, et on leur a demandé d'utiliser ou de ne pas utiliser certains produits hygiéniques ou cosmétiques, et la diversité bactérienne va se transformer au cours du temps. Même chose au niveau facial. Les compagnies pharmaceutiques, cosmétiques en ce moment investissent des milliards de dollars pour essayer de créer des nouveaux maquillages, des nouvelles crèmes qui sont adaptées au microbiome de votre propre peau. Donc, pas simplement votre type de peau, le type de bactéries que vous avez sur vos peaux. Donc, encore une fois, différents sujets. Vous voyez ici la représentation. Donc, il y a des millions de dollars dans ça. Et on a des projets un peu plus exotiques, si on veut. Des gens qui s'intéressent à la diversité bactérienne au niveau des aisselles. Des gens qui s'intéressent à la diversité bactérienne au niveau du nombril, qui naturellement est un écosystème chaud, caverneux et humide, qui est un endroit fantastique pour la croissance bactérienne. Donc, vous avez ici, sur boîte de pétri, la croissance des bactéries récoltées dans différents nombrils. Vous avez, en fonction du temps, la croissance, etc. Au niveau dentaire, on sait qu'il y a un lien directement entre les caries et la présence de bactéries. Donc, on s'intéresse au microbiome dentaire. Projet très controversé s'il en est un, parce qu'on a identifié 3 types de microbiome vaginal qui seraient reliés à des races ou des ethnies. Donc, le microbiome caucasien, le microbiome asiatique et le microbiome afro-américain, avec les proportions des différents types de bactéries qu'on trouve au niveau vaginal. Au niveau du microbiome mammaire, bien sûr, puisque par l'allaitement, le bébé reçoit les anticorps de mère, mais les bactéries, il y a des projets qui s'intéressent à ça. Messieurs, ne restons pas en reste. Le microbiome séminal, oui, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est le sperme. Il est vraiment, il mange du yogourt. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les souris qu'on nourrissait avec des probiotiques, c'est un yogourt qui enrichit en culture bactérienne vivante, eh bien, avaient des plus gros testicules. J'ai essayé l'expérience pendant 2 mois, ça n'a rien donné, mais vous voyez le genre d'études qui sont à la mode. Celle-ci, mesdames, si vous avez déjà accouché ou si vous accouchez éventuellement, sachez que le type de naissance de votre enfant, soit naturel ou par césarienne, va influencer le type de bactéries qui va coloniser le bébé. Donc, si on compare ici les bactéries orales de la mère qui sont dans cette espèce de couleur bizarre, les bactéries vaginales de la mère qui sont en bleu poudre, les bactéries cutanées de la mère qui est cette espèce de jaunâtre ici, et qu'on regarde au niveau du bébé, les bébés nés par naissance naturelle, vous voyez, ont plutôt tendance à se regrouper avec le microbiome vaginal de la mère, puisqu'au niveau de la naissance, vont capter cet écosystème-là, alors que les bébés nés par césarienne vont plutôt tendance à se regrouper avec les bactéries cutanées de la mère, parce que le premier microbiome qu'ils vont rencontrer, c'est le microbiome de la peau. Et on sait que pour les 3 premières années de la vie du bébé, il va y avoir une différence dans le microbiome de ces enfants-là, et c'est uniquement après 3 ans que ça va à peu près se converger vers le même type de microbiome. Et lors de ces 3 premières années de la vie-là, il y a plus de chances pour ces enfants-là de développer éventuellement de l'asthme, des maladies auto-immunes, de l'obésité. Dès lors que, à la naissance, on a été colonisé par les bactéries normales de la flore vaginale de la mère ou non. Donc ça peut avoir une influence sur tout le cours de la vie future. Le projet du microbiome alimentaire, donc je vous ai dit que les yogourts, le probiotique, c'est très à la mode. Il y a un livre qui vient tout juste de paraître, qui porte le titre, je croyais que c'était là-dedans Eat Dirt, mais c'est pas ça. Non, c'est Eat Dirty. Suggérer de laisser nos enfants jouer dans le sable, puis d'avoir les mains toutes sales, et puis ensuite de manger des trucs. Ça permet de booster le système immunitaire et donc d'avoir une meilleure flore intestinale. Le projet du microbiome fécal, oui, vous voyez bien ce qui se passe ici. C'est un milkshake de marde ici. Donc, si vous avez le malheur d'attraper la bactérie C. diff, Clostridium difficile, on en a par exemple dans un pays étranger, et vous attrapez la tourista, cette bactérie-là a la fâcheuse habitude d'être résistante à tous les antibiotiques connus. C'est-à-dire que vous allez avoir la diarrhée chronique à vie. Donc, on est toujours hospitalisé pour avoir des solutés parce qu'on se déshydrate et on meurt en quelques semaines.
Alors, naturellement, puisque les antibiotiques ne fonctionnent pas, ben, les gens meurent de cette maladie-là, ou s'ils vivent dans un milieu plus choyé comme nous, eh bien, ont la chance d'être réhydratés. Mais une façon de guérir ces patients-là, c'est de faire une transplantation de microbiome fécal, vous avez bien compris. Donc, on prend les selles de quelqu'un qui est non porteur de cette bactérie-là. Donc, par exemple, si moi, je suis sain et que tu portes cette bactérie, on va prendre mon microbiome fécal, on va l'insérer au niveau anal ou en gélule au niveau oral, et en 24 heures, la personne est guérie. Donc, on guérit un problème gastrique, de diarrhée chronique, non pas avec des antibiotiques, mais avec le microbiome d'une personne qui est saine. Donc, c'est une thérapie qui est maintenant reconnue et qui est utilisée de plus en plus, principalement aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a plein de sites Internet qui vous proposent même de guérir ces maladies-là vous-même en donnant des recettes de... C'est ça, vous l'avez. Vous avez un chien à la maison. Votre chien, bien sûr, a son propre microbiome. D'ailleurs, sachez que si vous avez un chien à la maison, et que c'est le genre d'interaction qu'il a avec vos enfants, on s'est rendu compte que la façon la plus facile de transférer des bactéries d'un adulte à un enfant, ou même entre deux adultes, c'est par l'entremise d'un animal domestique. Donc, on a comparé le microbiome de deux personnes adultes qui vivaient dans une maison avec chien et sans chien. Et on s'est rendu compte que les personnes qui vivaient avec un animal domestique, principalement un chien, avaient tendance à avoir des microbiomes qui se ressemblaient beaucoup plus parce que le chien servait de vecteur de ces bactéries-là. Vous avez un chat, c'est la même chose. Le projet du microbiome félin, c'est un vrai site web, ça, Cats for Science, où vous pouvez décider de récolter le microbiome en allant récolter simplement dans la litière de votre chat de la merde de chat. Vous envoyez ça à la compagnie, puis ils vont vous dire si votre chat est en santé. Vous êtes une abeille? Bien, sachez qu'à chaque fois que vous allez déposer vos pattes sur une fleur, vous allez laisser votre propre microbiome d'abeilles sur ces fleurs-là. Et il est possible de savoir quelles ont été les espèces d'abeilles qui ont pollinisé les fleurs simplement en regardant les bactéries qui y sont présentes. Dans votre maison, on peut savoir les lieux qui sont les plus sales, les lieux qui sont les plus propres dans ce fameux projet qui est financé depuis plusieurs années, le Home Microbiome Study. Donc, vous pensez que c'est la poignée de porte, vous pensez que c'est la salle de bain, vous ne direz pas quel est le milieu le plus sale qu'on trouve. Je vais vous le dire. Le milieu le plus sale qu'on trouve dans une maison, c'est la barbe des messieurs. Voilà. Donc, c'est l'endroit où il y a le plus de bactéries. Donc, messieurs les barbus, sachez-le, c'est l'endroit où il y a le plus de bactéries presque dans une maisonnée. Vous avez tous un téléphone. Quand vous utilisez votre téléphone, vous laissez des bactéries. Vous ne laissez pas simplement vos empreintes digitales, vous laissez une empreinte bactérienne sur vos téléphones. Et certains chercheurs même s'intéressent à cette empreinte-là, éventuellement, pour pouvoir servir à des fins d'identification criminelle. Donc, on n'utilisera plus vos empreintes digitales, ni vos empreintes génétiques, on va utiliser vos empreintes bactériennes que vous laissez partout où vous passez. Le sol, bien sûr, est un microbiome gigantesque et on s'intéresse aussi à caractériser la diversité du sol. Et pour terminer avec notre planète, le fameux projet du microbiome intersidéral. Donc, sur la Station spatiale internationale, on récolte aussi certaines surfaces et on trouve des bactéries. Donc, on est un institut sur la planétarité, mais vous voyez que le microbiome vit même dans l'espace intersidéral. Le chapitre 2, après avoir fait cette espèce de panorama de tout ce qu'on sait scientifiquement sur le microbiome, fait état du microbiome dans l'art, où comment certains artistes, depuis la découverte du microbiome humain, se sont emparés de les questions sous-jacentes, ainsi que la rhétorique philosophique liée à l'identité, pour faire des portraits d'eux-mêmes ou utiliser le microbiome comme substrat. Donc ici, on a Joanna Ricou dans son portrait qui s'appelle The Other Self, où on voit finalement quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Donc on a une représentation, un autoportrait de l'artiste et une représentation de ses bactéries. C'est d'ailleurs cette image-là qui a été reprise en page couverture du magazine Nature pour essayer de montrer l'importance du microbiome humain. On a aussi des échantillons ici de boîtes de pétri utilisées par Joanna Ricou. Ici aussi, on a ça ressemble à de la microbiologie traditionnelle, ça. Donc, c'est des cultures de pétri
de différents sites corporels qui ont été récoltés chez l'artiste pour montrer la diversité microbienne qu'on y trouve. Ici, c'est une représentation du milieu stérile que représente l'espace de la gestation du bébé à l'intérieur du ventre de sa mère, alors que la mère serait couverte de microbes. Ça, c'est la broderie qui a été faite par une artiste. Donc, c'est uniquement des petites perles qui ont été brodées. Et on voit que le bébé est à l'intérieur ici. Représentation artistique, scientifiquement, c'est pas clair si le milieu in utero est véritablement stérile. Il y a plusieurs recherches qui sembleraient dire qu'il y a déjà des bactéries à ce moment-là. Sonja Bommel, qui est une artiste autrichienne, a poussé la métaphore de la boîte de pétri beaucoup plus loin, en créant une boîte de pétri aussi grande que la table et en s'immergeant elle-même dans cette boîte de pétri-là pour regarder les bactéries qui allaient pousser. Donc, c'est quand même un projet assez intéressant. Et en faisant aussi également une cartographie de son corps, en allant échantillonner avec un Q-tip chacune des parties de son corps, en essayant de faire pousser ça dans des boîtes de pétri. Et là, on arrive dans des trucs qui sont un petit peu plus près de ce que je fais, c'est-à-dire pas uniquement de la microbiologie classique, mais de la métagénomique, c'est-à-dire pas uniquement regarder la croissance des bactéries, mais regarder l'ADN de ces bactéries-là. Donc, on a ici, à l'intérieur d'un laboratoire, ce que fait Anna Dumitriou, ou ce que fait Melissa Fischer en faisant pousser des véritables bactéries sur des moules qui représentent la forme de son corps. Ce qui m'amène à vous parler de mon propre travail à l'interface de l'art et de la science, qui pose la question de la métamorphose et qui pose en fait la question de l'identité. Car si 90% des cellules de mon corps ne sont pas des cellules humaines, en quoi suis-je encore humain? Et si je change mon microbiome, tel quelqu'un qui est atteint par exemple de la bactérie, c'est difficile, est-ce que je change également mon identité? Et dans le cadre de ma pratique de performance, je m'intéresse à une expérience à la fois, essayer de changer mon microbiome pour essayer de changer qui je suis. Et j'en fais par la suite ce que j'appelle des microbiomes selfie. C'est-à-dire, c'est des représentations de mon microbiome avant et après l'expérience pour voir si je suis métamorphosé en quelqu'un ou en quelque chose d'autre. Donc, je pose les questions suivantes. Est-ce que mon microbiome est affecté par mes comportements? La réponse est oui. On va voir comment. Est-ce que mon microbiome change en fonction des personnes que je rencontre? La réponse est oui. On va voir comment. Comment mon microbiome transforme-t-il mon rapport au monde extérieur? Bien, il le transforme constamment. La preuve, c'est qu'une bactérie peut me tuer, une bactérie peut me rendre plus heureuse, une bactérie peut me rendre plus gourmande, une bactérie peut me rendre plus gros ou plus svelte, une bactérie peut me rendre plus anxieuse. Toutes ces études-là scientifiques sont maintenant avérées. Donc, rappelez-vous les petites phrases qu'au début de la présentation, j'utilisais pour me présenter. Je digère, je touche, j'avale, je respire, je mange, je défecte, je baisse. Tout ça sont des expériences que j'ai réalisées dans le but de transformer mon microbiome, et je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Je touche donc je suis. Je touche donc je suis se base sur un protocole de recherche-création. Je m'excuse, je suis un scientifique à la base. Il est impossible pour moi même de faire de l'art sans avoir un protocole. C'est non pas un protocole de recherche, c'est un protocole de recherche-création, mais qui est très strict et qui m'assure que si je répète ce protocole-là dans différents endroits, les résultats seront comparables. Donc, je vais dans une nouvelle ville. Montréal n'en est pas une, mais je peux arriver dans une nouvelle ville. Je serre la main à un maximum de personnes. Un maximum a quand même un minimum, c'est qu'il faut que ce soit au moins 1000 personnes à qui je vais serrer la main dans une journée, sans me laver la main. Donc, ça prend quand même une quantité, une densité de population assez importante. Je compte le nombre de poignées de main et je vais récolter le microbiome sur la paume de ma main avant l'expérience. Au cours de l'expérience, c'est-à-dire après chacune des 50 poignées de main que je vais faire, je vais récolter. Et à la fin de l'expérience. Ensuite, je prends ces échantillons-là, comme les échantillons d'eau que j'irai récolter dans un étang. Je vais au laboratoire, je fais de la métagénomique, j'ai l'ADN de toutes les bactéries, la diversité de toutes les bactéries que j'ai récoltées sur l'écosystème qui est la paume de ma main droite, et je génère des représentations visuelles de cette évolution-là. Je vous montre des images de la performance qui
en elle-même est un acte artistique, et je vous montre ensuite des résultats de la visualisation, qui est un acte à la fois scientifique et artistique. Donc, j'ai réalisé cette performance-là la première fois à Copenhague en 2014 lors de la Nuit Blanche, qui est comme la Nuit Blanche de la culture qu'on a à Montréal. Et 1218 poignées de main que j'ai réalisées en 6 heures. Donc, vous voyez ici le compteur que j'ai. Donc, je serre la main, clic, clic, clic. À la fin, 1218. Et après 50 poignées de main, j'ai des assistants qui sont là et qui vont récolter ce que j'ai dans la paume de ma main. Je l'ai fait lors de la Nuit Blanche de Montréal en 2015 aussi, 1000 poignées de main. Vous voyez, c'est toujours le même protocole. Donc, on échantillonne à chaque 50 poignées de main, on met ça dans un tube. J'ai des assistants qui disent à quel numéro on est rendu, quelle heure il est rendu, dans quel lieu nous sommes. À San Francisco, 1001 poignées de main. En Australie, à Perth, 1000 poignées de main. Et remarquez la différence entre les images que j'ai ici et celle-ci. À partir de la conférence d'art expérimental à Perth, en Australie, j'ai commencé à porter une caméra GoPro sur mon torse. Et donc, toutes les images qu'on a ici sont comme en caméra subjective. Donc, on voit ma poignée de main au lieu d'avoir des gens qui me suivent et qui prenaient des photos. Donc, à partir de maintenant, on ne verra plus jamais mon visage, mais on voit la réaction des gens à qui je serre la main. C'est même devenu un projet photo et un projet vidéo maintenant. Parce que j'ai des milliers de réactions de gens à qui j'ai serré la main un peu partout dans le monde. La Transmédiale à Berlin, l'année dernière, vous voyez des fois les réactions de surprise de gens, ou des gens qui m'ignorent, ou des gens ensuite, les assistants ont toujours du purel, et même je leur dis, n'en prenez pas, c'est dangereux pour vous. Habituellement, quand on est rendu à la 850e poignée de main, les gens font « Ah! » Ils ont peur et ils se lavent les mains. Celle-là est très drôle, à Baltimore. Donc, on a passé par différents quartiers. Donc, un quartier beaucoup plus pauvre de Baltimore. Tout le monde faisait la queue pour me donner la main. Et quand je suis arrivé dans les quartiers un peu plus bizarres, où il y avait des clowns et des gens qui étaient plutôt près du port de Baltimore, là, les gens fuyaient en me voyant arriver parce qu'ils pensent que je voulais leur vendre des trucs ou je ne sais quoi. Si on s'intéresse uniquement à la diversité bactérienne que j'ai récoltée sur la paume de ma main, vous voyez, à chaque 50 poignées de main, donc sur 1000, j'ai 20 échantillons que j'ai récoltés. Vous voyez que la diversité est quand même assez variable, mais graduellement, il y a une tendance. Il y a toujours de plus en plus de bactéries sur ma main. Et remarquez qu'il n'y a même pas de plateau. J'aimerais essayer de faire 10 000 poignées de main éventuellement pour voir est-ce que un jour l'habitat va être complètement colonisé. Ça va être impossible d'avoir plus de bactéries, mais il semble que pour le moment, il y a toujours de la place pour de nouvelles bactéries. Petite question. Oui. Est-ce que tu te grattes la barbe des fois avec cette main-là? Non, normalement, je ne suis pas barbu quand je fais la... Et en fait, c'est une bonne question, parce que quand je fais la performance, je ne touche à rien d'autre que d'autres mains avec ma main droite. Donc, je ne mange pas, je ne peux pas aller aux toilettes, je ne peux pas ouvrir les portes, parce que sinon, dans mon protocole de recherche, il va y avoir contamination. Donc, c'est un marathon qui dure entre 3 et 6 heures, et c'est extrêmement difficile psychologiquement à faire, parce que je dois serrer des mains, compter, serrer des mains, et puis rien faire d'autre avec ma main droite. Là, mais voici un microbiome selfie. Ceci, comme je vous l'ai dit, est un réseau des bactéries que j'ai récoltées sur ma main. Les différentes couleurs représentent différentes familles. Et donc, quand on a des clusters comme ça, ce sont des parentés génétiques communes, comme si c'était un réseau Facebook, où ici, c'est les gars avec qui je joue au hockey, ici, c'est mes collègues, ici, c'est ma famille, etc. Et des fois, il y a des liens entre certaines de ces personnes-là. C'est la même chose qu'un réseau social, mais c'est un réseau social bactérien. Regardez le chiffre que vous avez en bas ici, ça ferait 150 poignées de main dans une série de 1000 poignées de main, et vous allez voir comment la diversité évolue. Après 300 poignées de main, après 500 poignées de main, 650, 850, et la dernière, après la dernière poignée de main, 1001 poignées de main. Voici la diversité phénoménale de bactéries que j'ai récoltées. Donc, mon travail n'est pas simplement de serrer des mains, pendant que je serre des mains, d'expliquer le microbiome, c'est une expérience aussi de médiologie, de pédagogie, de vulgarisation de la science, mais je récolte de véritables données scientifiques qui permettent de comparer les villes les unes des autres. Ceci, c'est à Montréal, l'exemple qu'on a ici. Et je suis en train d'analyser toutes les autres pour éventuellement même faire un article scientifique avec ça, alors que les visualisations que j'ai ici sont présentées plutôt dans des galeries d'art. Je mange donc je suis. Un autre projet qui m'intéresse depuis plusieurs années, puisque c'est celui qui est le plus facile à comprendre.
notre alimentation va bien sûr affecter notre microbiome intestinal. En fait, tout notre système digestif, donc du microbiome buccal au microbiome de l'œsophage, au microbiome de l'estomac, au microbiome intestinal, tout ça va être affecté par notre alimentation. Et on sait que les gens végétariens, ou les carnivores, ou les gens qui sont véganes, ou les gens qui mangent certains types d'aliments vont avoir un microbiome qui est complètement différent. Donc, je m'intéresse à changer ce microbiome-là en changeant mon alimentation. Mon protocole de recherche, encore très strict, je vais dans une nouvelle ville, j'identifie une spécialité gastronomique locale que je n'ai jamais mangée auparavant. Je demande à quelqu'un qui est également local de préparer la recette. Bon, la déguster avec appétit, ce n'est pas toujours le cas, mais je la mange. Je récolte mon microbiome oral avant et après. Je pourrais aussi récolter mon microbiome intestinal, c'est-à-dire aller à la selle avant et après. Vous comprendrez que dans le cadre d'une performance, je n'invite pas les gens avec moi à la toilette, alors que si j'échantillonne ma bouche, c'est quelque chose qui est beaucoup plus acceptable socialement. Et je séquence les échantillons de microbiome, ceux que j'ai échantillonnés avant d'avoir mangé la dite chose, ceux que j'ai échantillonnés après avoir mangé cette nouvelle spécialité gastronomique. Et je fais le même genre de représentation des microbiomes selfie. Je vous présente une de ces expériences-là que j'ai réalisée en Guinée lors d'une mission avec mes collègues du Muséum d'histoire naturelle de Paris, où nous nous intéressions à étudier la diversité des chauves-souris présentes en Australie, en Guinée, pardon. J'ai fait le même projet en Australie, excusez le lapsus, ainsi que donc les bactéries que ces chauves-souris-là ont au niveau oral. Or, on a réalisé assez rapidement que les gars de l'équipe avec qui on travaillait, parce que nous, on jetait les chauves-souris après, ils disaient « Non, non, gardez-les, on les mange, les chauves-souris. Vous mangez les chauves-souris, je veux manger de la chauve-souris. » Et le projet est devenu le projet comment se métamorphoser en Batman, ou Becoming Batman, qui est un projet qui va être présenté dans un mois au Musée de la médecine à Copenhague, auquel j'ai été... Et c'est pour ça que je ne pourrais pas être à l'ouverture de votre institut. Je vais présenter une performance qui va s'appeler Becoming Danish, où je vais manger de la bouffe danoise pendant 6 heures lors de la nuit de la culture, et on va m'échantillonner à chaque 20 minutes pour voir si je suis en train de devenir un Danois. Mais là, je suis effectivement devenu une chauve-souris en mangeant de la chauve-souris, ne sachant pas que j'étais en plein milieu de la brousse, en plein milieu de l'épidémie d'Ebola. Ebola, c'était Guinée, Sierra Leone, et c'est quoi le troisième pays? Libéria. Et on était en plein milieu de la brousse. Quand on est revenu à la capitale, on nous avait dit « Ah, il y a en ce moment une interdiction de manger toute viande de brousse, c'est-à-dire pas de chauve-souris, pas de porc-épic, pas de singe, pas de rat, etc. » Et moi, je venais de passer des semaines dans la brousse à manger des chauves-souris, des porc-épics, des rats, des singes, etc. Donc, ne craignez rien, je suis revenu à la maison, je n'ai pas Ebola, j'ai survécu, mais c'était pas une bonne idée de manger les chauves-souris, puisque les chauves-souris sont considérées comme étant le réservoir primaire d'Ebola. Qu'est-ce qu'on ne fait pas au nom de la science et de l'art? Voici donc le résultat d'un selfie avant et d'un selfie après avoir mangé la chauve-souris. Le microbiome rouge, c'est moi. Le microbiome jaune, c'est mon microbiome oral. Le microbiome jaune, c'est le microbiome oral de la chauve-souris, vous avez vu? 2 diapos auparavant, on récoltait aussi le microbiome oral de la chauve-souris. On a fait la même chose avec moi. Et après avoir mangé la chauve-souris, le lendemain, regardez, les bactéries de la chauve-souris se trouvent à être intégrées à mon propre microbiome oral. Donc, il y a hybridation, il y a métamorphose, je suis en train de devenir Batman. Troisième projet, qui est un projet que je n'ai pas fait de manière individuelle, qui est Je baise donc je suis, qui est un projet qui se base sur un protocole de recherche-création un peu plus original, que j'appelle le microbiome Kama Sutra. Trouver un partenaire sexuel. Le deuxième est très très important. Le comité d'éthique de l'Université de Montréal m'a obligé à ajouter ce deuxième. Bon, et ça, c'est les joies. Tu le sais comme moi, quand on fait de la recherche-création dans une institution universitaire, il faut passer par des règles éthiques. Si on était des artistes qui travaillions à l'extérieur du monde universitaire, on ferait ce qu'on veut. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, il faut passer par le comité d'éthique. Moi, c'est le comité d'éthique de recherche sur la santé. Donc, ils sont habitués d'étudier des études cliniques en médecine. Puis moi, je leur dis,
je veux faire du Kama Sutra puis échantillonner un microbiome, là, et peut-être tu auras besoin d'un formulaire de consentement. Enfin, donc ça m'a pris 6 mois à avoir le formulaire de consentement, expérimenter différentes pratiques sexuelles, récolter différents microbiomes avant et après. La suite, c'est toujours la même chose. Or, il se trouve que j'avais une partenaire à portée de la main, mon épouse, et je lui ai dit, j'aimerais qu'on fasse une expérience au nom de la science. Elle a dit, pas question. J'ai dit, j'aimerais qu'on fasse une performance au nom de l'art. Elle a dit, ah, là, ça m'intéresse. Et donc, l'exercice était le suivant, de récolter différents types de microbiomes chez moi et chez mon épouse. Donc, on appelle oral, digital, anal, urétral, vaginal, etc. Et d'expérimenter dans un exercice combinatoire très savant toutes les combinaisons possibles et impossibles de mélange que l'on puisse faire. Donc, je vous laisse essayer de comprendre cette espèce de symbole kabbalistique-là et d'identifier que certaines combinaisons sont soit impossibles ou certaines ont été refusées. Mais ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise, ici, si on voit ça comme étant des courbes de diversité, donc on a pour chacun des microbiomes féminins et microbiomes et sites de récolte pour le microbiome masculin, donc on les a ici, vaginal, anal, oral, digital, digital, oral, anal, urétral, hop, ça avance tout seul, on va se poser avancer tout seul. Donc on a ces 4 sites-là, on peut voir ça comme étant finalement dans une grotte des stalagmites et des stalactites, et quand il y a un pic de diversité, ça veut dire qu'il y en a plus de ces bactéries-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a ces pics-là qui correspondent en fonction de quels microbiomes ont été mis en contact après. Donc, ça, c'est simplement une relation coïtale standard, urétrale, vaginale. Ah! Après, les microbiomes vont se ressembler. Avant, ils sont différents, mais aussitôt que 2 microbiomes entrent en contact, il y a ces comparaisons-là qui s'installent. Vous voyez toutes les comparaisons possibles qu'on peut faire. Je ne vais pas toutes vous les identifier, mais celle-là, c'est peut-être la plus simple et la plus socialement acceptable. C'est le baiser. Microbiome oral qu'on mélange avec un microbiome oral. Et voici la représentation du baiser. Donc, vous avez ici en 2 couleurs. Je m'excuse, c'est très genré. Il y a rose et bleu. On me le fait dire à chaque fois, donc je m'excuse à l'avance maintenant. Donc, le microbiome rose est celui de ma tendre épouse. Le microbiome bleu, c'est le mien. Et voici, on n'a pas le avant ici, mais vous voyez après. Ça, je l'appelle de kiss. C'est bien, parce qu'on dirait même que c'est 2 personnes qui dansent ou c'est un cœur. Mais c'est une représentation des 2 réseaux de bactéries qui s'hybrident l'une avec les autres. Je termine avec un petit questionnement philosophique ici, auquel j'ai fait référence tout au cours de ma présentation. Suite à tout ce que je viens de vous dire maintenant, qu'on le regarde d'un point de vue scientifique, qu'on le regarde d'un point de vue artistique, regardons-le maintenant d'un point de vue philosophique. Que reste-t-il vraiment d'Homo sapiens à la lueur de toutes les recherches sur le microbiome? Un nombre important de recherches actuelles nous porte à nous questionner sur une redéfinition de l'espèce Homo sapiens. Et là, j'ai quelques phrases que j'ai écrites, parce que quand c'est de la philo, j'improvise beaucoup moins. Homo sapiens, comme je vous l'ai dit, est un super-organisme. On le définit donc beaucoup mieux comme une chimère, une construction chimérique d'entités multiples qui nous co-construisent comme individus et comme espèces. Et c'est ce genre de questions que mon travail de recherche-création tente à aborder. Si l'on croit à certaines études récentes, et vous avez ici 2 représentations quand même assez catégoriques, il existe un microbiome représentant chacun de nos comportements. Il existe un microbiome svelte, il existe un microbiome obèse. D'ailleurs, lors d'une expérience de transplantation fécale pour guérir une infection récurrente à la bactérie C. diff chez une patiente, cette patiente-là qui était svelte est devenue obèse par la suite. Et donc, on l'a guéri de l'infection chronique, mais ce n'est pas uniquement les bactéries qui guérissaient cette infection-là qu'on a transmis, on a aussi transmis le microbiome obèse et elle est devenue obèse. Donc, en changeant notre microbiome, on fait effectivement changer notre type corporel. On sait que ça a un impact directement sur notre santé, également sur notre humeur. Il y a un microbiome des gens qui sont anxieux, il y a un microbiome des gens qui sont timides, il y a un microbiome des gens qui sont courageux. Les jeunes athlètes qui font des sports extrêmes ont un microbiome différent de ceux qui ne font pas de sport extrême, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on pourrait penser qu'il existe aussi un microbiome d'artistes, de philosophes, d'écrivains, de scientifiques, de sages-femmes, d'historiennes de l'art,
de politicien, de libéral, de conservateur. Et c'est assez intéressant comme, au point de vue philosophique, mais aussi comme artiste de se poser ces questions-là. Parce que si je voulais devenir artiste ou philosophe ou écrivain, est-ce que je pourrais prendre du microbiome d'écrivain qui est devant moi, me le transfecter et je deviendrais écrivain? Les limites de mon corps ne sont donc pas les limites de mon épiderme. On l'a vu. Je touche, donc je suis. Je mange, donc je suis. Je baise, donc je suis. Tous mes comportements affectent qui je suis. La question sous-jacente est: sommes-nous encore Homo sapiens ou Homo microbiens? Sommes-nous simplement un réseau social de bactéries qui servent, au fur de nos actions et de nos humeurs, à nous co-construire dans ce monde en évolution? Et je vous laisse sur cette dernière diapo pour répondre à vos questions, bien sûr. Merci. Merci.